Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Essai. Il est 20h30 précisément et nous avons rendez-vous avec Astro Météo avec l'actualité du climat, de la météo et bien plus encore. Bonsoir à toi Pierre. Bonsoir à toi Fred et aux auditeurs, bonsoir. Eh bien Pierre, on te retrouve effectivement tout à l'heure pour parler de météo ainsi que d'actualités insolites et high-tech en ta compagnie. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Du côté donc du climat et de la météo, côté climat, il ne s'est pas passé grand chose au niveau des dernières nouvelles. Par contre, les nouvelles en anglaise ont raffolé et vous avez pu voir que les traductions donnent à réfléchir sur le prochain âge de glace qui pourrait survenir dans les prochaines années. On rappelle le petit âge de glace. Et bien effectivement, par le séisme qui s'est produit, on rappelle, dans le sud-ouest de la Chine, qui a fait beaucoup de morts, maintenant ça a encore augmenté, et ben on a eu également un incendie de forêt dans l'Hérault. Il y a un incendie de forêt qui a parcouru environ 500 hectares de pinèdes et de garrigues dans l'Hérault et a nécessité donc l'évacuation de quelques 400 personnes. Sur place, sur place, près de 200 pompiers sont toujours engagés dans une reconnaissance aérienne qui est prévue avec l'intervention éventuelle d'un avion bombardier d'eau du département pour sécuriser donc les derniers brûlages. L'incendie, qui est situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier, s'est donc déclaré en début d'après-midi mercredi et a évolué dans une zone comprise entre des communes de Saint-Pont-de-Mauschiens, Vélicriac, Montagnac et Saint-Pagoire. Au plus fort du sinistre d'ailleurs mercredi en fin de journée, environ 800 sapeurs-pompiers étaient sur place, avec donc l'intervention des moyens aériens donc nationaux, 9 Canadair, 2 Tracker et 1 Dash ainsi qu'un Dragon 34. Des renforts d'Île-de-France, même d'Occitanie et de l'Ouest, avaient même été dépêchés. Une maison a quand même été détruite par le feu, selon Midi Libre, et quelques autres 400 personnes ont dû être évacuées préventivement du camping de Borépo à Villers-Quint. Dans certaines habitations situées notamment dans le secteur de l'abbaye de Valmagne, environ 200 d'entre elles ont été hébergées dans l'école de la salle des fêtes de Villerac, commune donc où elles ont passé la nuit. Une équipe de la Croix-Rouge avait été d'ailleurs dépêchée sur les lieux afin d'installer le nécessaire dans les salles et pour que les personnes recueillies puissent y passer la nuit dans de meilleures conditions. Parallèlement, un feu de végétation survenu mercredi après-midi dans la zone d'habitation de Beaucaire dans le Gard a été éteint, indiquent les pompiers du Gard. Une vingtaine d'hectares ont été brûlés et un véhicule a été même détruit. Les sapeurs-pompiers sont restés en surveillance toute la nuit, d'après la dépêche de Midi ainsi que l'AFP. Voilà donc pour cette nouvelle. Et côté effectivement séisme, on dépasse maintenant les 30 morts, même 34 morts au dernier bilan. Pour les nouvelles long terme et surtout effectivement les nouvelles traduites en anglais, vous allez voir que ça bouge beaucoup au niveau climat. Eh ben, on apprend que la petite âge glaciaire a fait plus de morts que tout autre catastrophe naturelle confondue quand même, pas mal. Le minimum de Dalton en 1820 a fait plus de morts qu'effectivement les dernières éruptions volcaniques. On a également l'Argentine qui fait place actuellement face à un blizzard important avec des chutes de neige, parfois jusqu'à 1 mètre de neige prévues en Argentine et au Chili, le long des frontières. Nous avons également l'Europe qui commence à grelter puisque la Russie vient battre d'un record de froid. Il gèle même maintenant en ce moment en Russie. Nous avons également battu des records de froid tout à fait exceptionnels pour une période d'août dans l'est des USA, particulièrement dans le Missouri, le Kentucky, le Tennessee et l'Indiana. D'ailleurs, est-ce que nous avons les températures qu'il aurait fait? Oui, effectivement, les daytime températures, les températures du jour, étaient situées aux alentours des 60 Fahrenheit. C'était pas très chaud, une dizaine de degrés pour être exact. Et du côté d'une autre nouvelle qui nous est parvenue, la vallée dite
la vallée blanche, la Snow Valley, continue de recevoir de la neige depuis cet hiver. Et oui, même en août, il continue de neiger du côté du lieu appelé le California Lake Tahoe, donc le lac Tahoe, et appelé également la vallée alpine. Et de ce côté-là, il continue effectivement de neiger, donc la neige pourrait tenir jusqu'au prochain hiver. Voilà ce qu'on peut dire ce soir pour l'activité climatique, court, moyen et long terme. On se retrouve d'ici un instant, et ben oui, pour l'actualité solaire. A tout de suite. L'activité solaire ce soir avec toujours un groupe de tâches solaires en forte diminution. Le groupe 2670, elle diminue cette fois-ci même au niveau de la zone, donc de sa grosseur. Et donc on dénombre actuellement une tâche solaire, donc la 2070 qui contient une tâche solaire classée alpha seulement. Au total sur le Soleil, on dénombre 11 tâches solaires et il n'y a eu aucune éruption solaire. Aucune tâche n'est sur le point de revenir pour l'instant, donc la tâche qui se dirige dangereusement vers la face cachée du Soleil, si elle arrive avant les autres, on aura de nouveau un soleil blanc. Du côté du magnétomètre de Kiruna, il ne se passe pas grand chose non plus, dû à qu'il n'y a pas beaucoup de trous coronaux en ce moment sur le Soleil. Les indications pour les aurores boréales sont très faibles. La vitesse du vent solaire est de 409,1 km/s, c'est faible. La densité, elle, en légère hausse de 6,6 par centimètre cube, c'est faible. La direction du champ magnétique est lui septentrionale à 2,3 nanotesla, c'est faible. Et enfin la force du champ magnétique, 4,7 nanotesla, c'est faible également. Le KPE index observé actuellement est de tout juste 1 et au maximum il pourrait remonter à 2. D'ailleurs, les chances de voir une aurore boréale jusqu'à minuit en haute latitude seront seulement de 15% et en latitude moyenne pratiquement 0 puisqu'on aura 1% de chance seulement d'en voir une. Les chances d'avoir des éruptions de classe X ou M seront de 1%. Quant à la phase de lune, actuellement, elle indique une phase de lune gibbeuse décroissante et pour ce qui est de l'activité solaire pour ces prochains jours, elle devrait rester effectivement assez faible. Allez, on va voir ce qui se passe du côté du séisme. Voyons voir si c'est plus actif au niveau séisme et volcanique. Au niveau séisme, effectivement, on renonce quelques séismes aujourd'hui 10 août, un 5,3 enregistré à 9h51 du côté du rift sud-atlantique, moyen atlantique. Nous avons également des séismes qui se sont produits, un seul plutôt, qui s'est produit donc hier soir à 19h25 du côté des îles Fidji et c'était de 4,7. Un séisme s'est produit aujourd'hui du côté du sud-ouest de Sumatra en Indonésie, il était de 5,2 à 5h57. Nous avons également eu un 4,6 à 15h37 du côté de Minasa, péninsule du Sulawesi. Si on remonte en direction du Japon, nous avons eu 5.0 à 0h43 du côté de Mindanao aux Philippines. Et enfin, du côté du Japon, près des côtes est de Honshu, un 5.0 à 0h36. Allez, on quitte le Japon pour se rendre du côté des îles Kuril. À 7h07, il y a eu un 5.0. On traverse le Pacifique pour se retrouver du côté de Queen Charlotte. Ça se trouve donc du côté du Canada, un 4,3 enregistré à 3h44. Et nous avons également eu un 4,6 à 6h46 du côté des Açores, des îles des Açores.
Nous avons également eu des séismes du côté de l'Eurasie. Un séisme s'est produit de 4,2 du côté de Hindu-Kush région en Afghanistan à 5h29. Et nous avons eu également un tremblement de terre du côté cette fois-ci de l'Afghanistan-Tadjikistan, la frontière. Et là, on a eu un 4,2 enregistré à 14h54. Niveau volcan, après les séismes, on suit toujours le piton de la fournaise et d'autres volcans. Donc on va faire tout de suite l'actualité volcanique. Ce soir, des images impressionnantes nous viennent d'un volcan, on en reparlera dans quelques instants. Du côté du piton de la fournaise, les indications nous disent que leur volcan poursuit son éruption. Un trévor volcanique toujours en légère baisse qui se maintient depuis 72 heures. Nous avons également sur le terrain de faibles projections qui sont toujours visibles au niveau de la petite bouche qui est restée active sur le flanc nord de l'événement éruptif. Le reste de l'activité, comme d'habitude, se fait en tunnel de lave avec quelques résurgences de faible extension spatiale visibles en surface. Eh ben oui, à noter qu'entre 10h30 et 13h, lors de la reconnaissance sur le terrain d'une équipe de l'OVFP, aucune résurgence n'était visible. Seul un bras de coulée, mis en place plus tôt dans la matinée, a pu être échantillonné. Les émissions de gaz restent toujours à un niveau très important. Voilà donc un séisme volcanotectonique a quand même été enregistré sous le cratère sommitaux au cours de la journée d'hier et une légère inflation toujours de l'ensemble du cône sommital du volcan est toujours d'ailleurs observée 1 cm depuis le début de l'éruption. C'est pas énorme, mais ça ralentit donc peut-être qu'une éruption en basse. Au niveau du Sinabung en Indonésie, toujours une couleur d'aviation orange avec éruption de nuages de cendres volcaniques à 11h34, 18h34 heure locale. L'éruption a donc duré 336 secondes. L'altitude du nuage volcanique n'a pas été visible malheureusement et le nuage de cendres se déplace donc vers l'est-sud-est. Le volcan Sinabung est donc pas visible à cause du mauvais temps. Voilà, on a retrouvé également pas mal de tremblements de terre. Les recommandations donc de ce volcan, la communauté et les visiteurs touristes ne doivent pas exercer d'activité dans un rayon de 3 km autour du sommet et 7 km dans le secteur sud-est, à une distance de 6 km dans le secteur est-sud-est et à une distance de 4 km dans les secteurs nord-est du Sinabung. Et les gens qui vivent près des rivières qui se déversent depuis le Sinabung doivent rester vigilants sur les dangers potentiels de l'art. Les matériaux ont donc formé un barrage en amont de la rivière Loborus. Les gens qui vivent et se déplacent autour du bassin versant en aval doivent maintenant maintenir une vigilance parce que ces barrages peuvent s'effondrer à tout moment. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Le BNPP a signalé une activité intense sur le Sinabung le 2 août entre 8h et midi. Les flux pyroplastiques ont été générés 17 fois et ont parcouru jusqu'à 4,5 km vers l'est-sud-est. Les panaches de cendres se sont élevés donc jusqu'à 4,2 km au-dessus du cratère et ont dérivé au sud, causant des chutes de cendres dans les zones locales, y compris à Perbadji, 4 km au sud-ouest. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir pour ce volcan. On a signalé également des éruptions le 6 et le 7 août, plus récentes. Les panaches de cendres cette fois-ci multiples ont atteint les 5,7 km d'altitude et ont dérivé vers l'est, nord-est, est et sud-est. Le niveau d'alerte est resté à 4 sur l'échelle de 1 à 4 avec une zone d'exclusion de 7 km du volcan du secteur sud-est. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et enfin, le Grande Chili d'Escabezado nous signale que ce volcan décrit les informations suivantes. Le réseau national de surveillance des volcans RNVV, traité et analysé par l'Observatoire volcanique des Andes du Sud, le OVDAS, nous signale que le mercredi 9 août 2017 à 14h52 heure locale, 18h52 GMT,
les stations de surveillance installées près du volcan d'Escasbezado ont enregistré 5 tremblements de terre associés à la fracturation des roches volcano-tectoniques. L'événement majeur était donc situé sous le cratère principal à 2,6 km de profondeur. On rappelle que ce volcan culmine à une altitude assez importante et en visionnant les images, on voit qu'il n'est pas tout le temps en éruption. Le processus a donc commencé avec un événement des plus petites ampleurs quelques secondes plus tard. L'événement est survenu avec une magnitude locale de 3,6 qui, jusqu'à l'émission du présent rapport, présentait environ 3 répliques. Le niveau d'alerte technique volcanique est maintenu pour le moment au vert. Le Sarreguemines continuera donc la surveillance en ligne et informera en temps important sur les changements possibles dans l'activité volcanique de la région. Et enfin, le Turrialba Rincón de la Vieja au Costa Rica nous indique que le pot a émis sporadiquement un panache riche en cendres, mais l'activité sismique reste faible, donc pas une grosse éruption en vue. Voilà donc pour ce soir l'activité sismique et volcanique. On fait une petite pause avec nos annonceurs. On se retrouve juste après, et oui, pour parler de météo avec notre ami Pierre. A tout de suite. Pluie, vent ou soleil, c'est la météo sur Radio Ice Age. Et oui, bienvenue sur Radio Ice Age pour la deuxième partie de cette émission météo, bien entendu. On va parler avec notre ami Pierre qui va nous faire un résumé de l'activité météo prévue ce soir et pour demain. Bonsoir à toi Pierre. Bonsoir à toi Fred et rebonsoir donc à nos amis auditeurs. Plutôt un point plutôt pour demain, hein, puisque bon pour ce soir ça sera sûrement un temps mi-figue mi-raisin pour cette nuit, hein, puisque des passages pluvieux sont attendus du nord jusqu'à l'est et un peu partout sur toute la France. Donc cette nuit, il va falloir rester au chaud, hein, et puis attendre que ça se passe, hein, pour le week-end, hein, parce que bon apparemment ce week-end le temps va être catastrophique si j'en crois les modèles. On va commencer donc par demain. Donc demain on retrouvera donc demain matin un axe pluvieux du Cantal jusqu'au centre Val-de-Loire avec les 2-3 petites gouttes par-ci par-là. On retrouvera également quelques pluies sur le Grand Est, hein, donc des Hauts-de-France jusqu'à l'Est, et sur la région parisienne également. Et ailleurs on retrouvera des conditions assez calmes, hein, avec un soleil masqué par 2-3 petits cumulus et un grand beau temps sur la Méditerranée. Côté température, demain matin seront donc comprises entre 14 degrés pour la moitié nord jusqu'à 17 degrés tout de même, et pour la moitié sud de 16 jusqu'à 26 degrés. Demain après-midi, rebelote, on va retrouver des pluies à peu près sur les mêmes régions, donc sur un axe allant toujours du Cantal jusqu'à centre Val-de-Loire. On pourra également retrouver quelques coups de tonnerre sur la région Auvergne ainsi que sur le l'Ain. Et ailleurs, on retrouvera donc sur un grand quart est 2-3 averses aussi également, accompagnées ponctuellement par 2-3 coups de tonnerre. Ailleurs, le temps se dégagera petit à petit, notamment sur les pointes bretonnes et la Manche, où là, le ciel ne sera que voilé par 2-3 cirrus. Ailleurs, 2-3 cumulus devraient accompagner le soleil, notamment dans le sud-ouest. Et on retrouvera aussi sur la Méditerranée donc un soleil beau et généreux du côté de Montpellier et quelques pluies sur la région PACA. Côté température, demain après-midi, elles seront comprises de 17 à 21 degrés pour la moitié nord et de 19 jusqu'à 28 degrés pour la moitié sud. Voilà pour demain, Fred. Eh ben merci Pierre pour ces détails. On se retrouve juste après pour la météo des plages. On va juste faire un petit point complet sur la France, hein, pour demain et ces prochains jours. Alors on commence effectivement par demain matin sur le nord-est. Le temps sera assez nuageux, quelques averses pourraient traîner près des frontières est, et puis il n'y aura vraiment pas beaucoup de soleil et les températures seront fraîches, hein, 12 à 16 degrés, ça sera pas vraiment très chaud.
Sur le centre-est, là aussi on aura quelques averses, entrecoupées possiblement de quelques éclaircies, surtout sur l'est, sinon les pluies seront plus continues sur l'ouest, avec même sur les Alpes des chutes de neige qui pourraient s'abaisser jusqu'à 2000 mètres. Et oui, quand on voit les températures 12 à 16 degrés seulement, et plutôt de 11 à 14 sur l'extrême est, et ben ça sera vraiment très frais. Sur le sud-est, on conservera toujours du soleil avec là 17 à 18 degrés de prévu. Sur le sud-ouest, quelques timides éclaircies, un temps variable mais sec avec là de 12 à 17 degrés, 11 degrés seulement sur le centre-ouest, mais il devrait faire beau, et oui, et tandis que sur le nord-ouest de la France, temps nuageux et seulement 14 à 16 degrés. L'après-midi, temps instable sur tout le nord-est du pays avec des averses entrecoupées de courtes éclaircies. Il fera seulement 17 à 21 degrés. Les matins, on les trouvera plutôt du côté de l'île. Sur le centre-est, le temps sera toujours variable. Possible encore quelques averses sur les Alpes avec toujours une limite des chutes de neige à 2000 mètres. Sur l'ouest, ça sera un cran un peu meilleur, on va dire, avec ça sera meilleur avec quelques éclaircies qui pourraient se développer, et il fera 18 à 22 degrés, plutôt 15 degrés sur l'extrême est. Sur le sud-est, le beau temps s'imposera avec 24 à 25 degrés. Sur le sud-ouest, toujours un temps assez nuageux, de timides éclaircies possibles, 20 à 25 degrés, 17 degrés sous le ciel ensoleillé du centre-ouest, et 17 à 20 degrés malheureusement sous les nuages du nord-ouest. Allez, pour samedi, samedi en fin de nuit, les températures sur la moitié nord de 13 à 15 degrés, voire 16 degrés sur la pointe de la Normandie, et sur le sud entre 14 et 20 degrés au maximum. Le matin, le temps sera très nuageux avec une arrivée pluvieuse sur tout le nord de la France, jusque sur une ligne Quimper, et voilà, Colmar. Au sud de cette ligne, le temps sera nuageux dans l'ensemble, puis plus vous irez vers le sud, plus vous trouverez de soleil. Le temps sera même très ensoleillé au pied des Pyrénées, sur la vallée du Rhône et sur tout le sud-est du pays. Et oui, et l'après-midi, les températures seront guère en hausse, puisqu'il fera seulement de 16 à 20 degrés sur la moitié nord, et seulement de 20 à 29 degrés sur la moitié sud. Avec ceci, le temps sera toujours instable, et quelques averses, même de pluie, pourraient se dérouler sur l'extrême nord de la France. Le temps restera nuageux sur la partie centrale de La Rochelle, par exemple à Colmar, et au sud, rien à dire, il fera beau du sud-ouest à la vallée du Rhône, en passant par Chambéry et tout le sud-est. Les températures sur la moitié sud, on l'a dit, voisineront les 29 degrés du côté de Montpellier, et encore 28 degrés par exemple du côté de Perpignan. Et pour la suite du programme, Paris nous annonce que les prévisions GFS ce soir nous disent que les températures devraient rester en dessous des normales de saison, en tout cas jusqu'au 14, puis une petite remontée d'un jour et une nouvelle chute en dessous des normales de saison à partir du 15 voire du 16 août, et ça devrait se maintenir en tout cas, oui, jusqu'au 21 août. Ensuite, une petite remontée au-dessus des normales de saison, mais très courte durée, et ensuite, à nouveau, une chute des températures assez vertigineuse, celle-là entre le 24 et le 26 août. La moyenne de GFS ce soir des 20 scénarios nous annonce plutôt des températures en dessous des normales de saison entre le 11 et le 15, puis en dessous des normales de saison cette fois-ci jusqu'à la fin des scénarios, ou presque, du 16 au 26 août. Au niveau des précipitations, on aura des précipitations prévues effectivement entre le 11 et le 13 août, de faibles précipitations un peu plus importantes à partir du 15 août, une pause d'un jour et reprise des pluies entre le 17 et le 19 août, pouvant se prolonger même jusqu'au 21 août. Eh ben oui, quelque chose qui me dit que le temps va devenir automnal et humide. Ensuite, une petite pause des précipitations avant la reprise de quelques faibles précipitations prévues entre le 25 et le 26 août. On vous rassure, ça ne dépassera pas ces précipitations les 5 mm. Au niveau de la Suisse et du centre-est, niveau température, on aura des températures largement en dessous des normales de saison entre le 11 et le 14 août, puis ensuite 2 saisons plus ou moins, et ensuite ça sera de nouveau la chute des températures, qui pourrait rester en dessous des normales saisons
En tout cas, si on regarde jusqu'au 22 août. Ensuite, elle remonterait ces températures du 23 au 25 août avant une nouvelle chute prévue aux alentours du 26-27. Et une nouvelle chute qui pourrait nous amener des températures, la même chose qu'on aurait demain, donc des températures très fraîches. Au niveau de la moyenne de saison, de moyenne de GFS, eh ben, température en dessous des normales de saison du 11 au pratiquement 14 août, une légère remontée de saison cette fois-ci le 15, à nouveau des températures en dessous des normales de saison qui devraient se maintenir en tout cas jusqu'au 23 août voire 24 et plus si entente. Voilà donc, au niveau précipitations, et ben là on aura des précipitations prévues le 11 août, le 12 ça devrait être enfin la fin. Les précipitations pourraient être reprises vers le 6 août, se prolongeant jusqu'au 20. A noter que GFS, le modèle ce soir sorti, ne voit que des précipitations prévues le 20 seulement. Ensuite, on aurait une nouvelle pause des précipitations, de la reprise de précipitations faibles entre le 25 et le 26, mais rien n'est encore calé niveau modèle. Voilà pour la météo long terme pour la France. On va retrouver notre ami Pierre, toujours en ligne, bah oui, pour la météo des plages malgré la fraîcheur. Et oui, rebonsoir à tous. Donc côté plage, et ben donc demain matin on retrouvera donc deux trois cumulus sur les côtes de la Manche à la mer du Nord. Également de la Bretagne à la Vendée et tout le long de la côte aquitaine, à part quelques gouttes dès le matin, donc deux trois gouttes sur le bassin aquitain du côté d'Arcachon. Donc ailleurs Méditerranée, idem. Hein, donc le soleil sera à peine masqué par deux trois cumulus qui seront là pour décorer dès le matin. Côté température, demain matin seront comprises donc sur le nord de 16 à 18 degrés. De 17 à 19 degrés pour la côte aquitaine et de 21 à 27 degrés déjà dès le matin pour la Méditerranée. Côté après-midi, l'après-midi, on va retrouver donc les 2-3 cumulus encore pour décorer visiblement le ciel du nord à la Manche. Sur la côte bretonne à la Vendée, on va retrouver un ciel voilé à peine gâché par 2-3 cirrus. Sur l'Aquitaine, là, le temps ira mieux, hein, puisque les 2-3 gouttes du matin seront totalement parties et laisseront place à un soleil radieux et à peine caché par 2-3 petits nuages. Et tandis que sur la Méditerranée, et ben pareil, rien à signaler, un grand soleil pour demain après-midi. Côté température, demain après-midi, elles seront comprises entre 18 et 19 degrés pour le nord, de 18 à 20 degrés pour la côte ouest et de 23 à 27 degrés pour la Méditerranée. Côté UV, demain matin, donc toute la journée, côté UV, on va retrouver donc des côtes du Nord, jusqu'à la Bretagne, un indice compris entre 5 à 6 sur 10. Sur les côtes aquitaines, de 6 à 7 sur 10, et sur la Méditerranée, de 7 à 8 sur 10. Voilà pour demain, Fred. Merci pour ces détails sur la météo des plages. Et bien tout de suite, on va parler humour ce soir avec l'actualité insolite. Et c'est parti. Allez, l'actu insolite. Alors, je ne sais pas si tu nous as trouvé de l'actu insolite. Oui, donc de l'actu insolite, hein, donc on va revenir un peu sur la météo côté insolite. Donc je ne sais pas si tu as entendu parler de cette actu, mais hier apparemment du côté d'Antibes, un phénomène assez particulier a terrifié un peu les vacanciers sur le bord de mer. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce phénomène météo. Non, pas du tout. Ah Qui oui, était, qui était donc un dust devil, hein, donc un tourbillon de poussière assez important, assez haut, hein, et assez fort, on va dire, en intensité, mais qui n'a pas fait pas trop de dégâts. Il a juste emporté avec lui deux, trois serviettes, deux, trois bouées et deux, trois parasols, et ça a suffi pour semer un peu la panique sur la plage. Et donc, ce phénomène a été posté sur Facebook et a suscité bon nombre de partages et de repartages. Et donc, voilà, si on est passé à côté, c'est qu'on n'est pas en France, ou alors on vit dans une grotte. Hein, donc, voilà, et, donc un phénomène peu commun, on va dire, pour un Dust Devil sur une plage de cette ampleur.
Eh ben ouais, alors effectivement, est-ce que tu as une autre actualité insolite Oui, oui, donc c'est une histoire de carte postale hein, donc, qui arrive à Lorient donc 43 ans plus tard. Une carte postale postée à Nice en 1974 est enfin arrivée à destination, à Lorient, dans le Morbihan. Hélas, plus personne n'habitait à l'adresse indiquée. Cher Raymond, après de nombreux chassés-croisés, nous voici enfin réunis avec Marie-Louise et Raymond, chez qui nous sommes venus déjeuner. Nous quittons Nice demain pour aller à Menton pendant une semaine. C'est une carte postale adressée depuis Nice à Raymond Cotard, à Lorient. Un courrier anodin, la photo sur le recto montrait la promenade des Anglais à Nice. Une écriture bleue et soignée parle de vacances et de chaleur, mais la date intrigue, le 21 mai 1974. Le cachet de la poste de Nice faisant foi, ainsi que le timbre de 50 centimes de francs. Cette carte est arrivée dans la caisse de ma tournée à la poste du quai des Indes, dans le centre-ville de Lorient, le 22 juillet dernier, raconte une factrice lorientaise. Je n'ai pas fait attention, je l'ai amené avec moi, mais une fois arrivé à l'adresse rue le Jules Legrand, je me suis aperçu que le nom ne correspondait pas. Je vais y arriver. Eh ben oui. Un regard un peu plus attentif a estomaqué l'employé de la poste. Voilà une carte postale qui voyagerait depuis 43 ans. Sur l'envers, le timbre est en francs et le cachet indique donc le 21 mai 1974. Est-ce que quelqu'un l'a trouvée et remise en circulation en la déposant dans une boîte à lettres s'interroge la factrice. Est-elle restée nichée dans un coin ou coincée derrière un casier dans une poste à Nice? Puis est-elle apparue à la suite d'un nettoyage? On ne sait pas. Voilà, une même histoire curieuse. Eh ben ouais, effectivement, donc assez curieux. Et puis on va parler d'une chose encore plus curieuse. Est-ce que tu as déjà entendu parler du culte du spaghetti? Non. Ah oui, c'est une sorte de, pas de secte, mais une sorte de religion qui voulait se faire entendre. D'ailleurs, des gens se marient sous ce culte du spaghetti. Donc le mouvement parodique appelé aussi le pastafarisme n'a pas été reconnu dans le Brandebourg comme pouvant être comparé aux églises traditionnelles. C'est un revers donc pour le pastafarisme en Allemagne. Le tribunal du Brandebourg vient en effet de statuer que l'église du monstre en spaghetti volant ne pouvait pas être comparée aux églises traditionnelles, révèle très sérieusement l'agence de presse écuménique le Protestantinfo.jeudi. Du coup, les adeptes du mouvement parodique n'auront pas le droit d'installer des panneaux indicateurs pour annoncer les messes de nouilles organisées chaque semaine à l'entrée de la ville du Templin. Eh ben oui, ce verdict du tribunal est la conclusion d'une longue affaire qui occupe la justice allemande depuis des années. Les pastafariciens ont en effet installé dans la région des panneaux imitant les services religieux classiques pour annoncer leur culte, suscitant le courroux des autorités locales qui les ont interdits. Du coup, l'église pastafarienne a ainsi saisi en première instance le tribunal régional de Francfort, mais elle avait déjà échoué. Les juges avaient estimé qu'il manquait dans les statuts et discours de l'association l'expression d'un rapport à vérité qui dépasse l'homme et remplit tout entier les caractéristiques des communautés religieuses. Malheureusement, ils ont déjà été réfugiés en Autriche également. Les pastafaristes est une parodie de religion créée en 2005 par un étudiant de l'université d'État de l'Oregon, Bobby Henderson. Il entendait ainsi protester contre l'enseignement du créationnisme à l'école aux USA et qui conteste donc la théorie de l'évolution des espèces. Et ben voilà, donc les pastafariciens n'ont qu'à bien se tenir puisqu'on ne veut pas beaucoup en Europe. Et c'est quoi? C'est une coquillette qui lui a dit tu créeras une église. Non, parce qu'aux États-Unis, des fidèles avaient déjà obtenu en 2013 au Texas le droit de poser pour la photo de leur permis de conduire avec une passoire sur la tête. Ils souhaitaient donc dénoncer le fait que leur État n'autorisait pas le port du couvre-chef sur des documents officiels. Donc voilà, donc normalement c'est une sorte de passoire sur la tête. Des fois on leur met des faux spaghettis et puis ils se marient avec ce phénomène-là. Mais voilà, donc si tu veux voir vraiment effectivement le secte de la pastafarisme, là, il faut aller sur internet, puis tu verras, c'est très très marrant. Voilà, c'est vraiment nul. Allez, du côté de l'insolite, eh ben, je ne sais pas si tu en as encore, sinon on va passer à l'high-tech.
Non, non, j'avais préparé l'high-tech, justement. High-tech, et c'est parti Pierre. Eh bah oui, high-tech. Ah, j'attendais le petit jingle. Eh donc- bah il est déjà passé tellement il est court. Ah, bah alors, bon, bah écoute, on va parler de Sony et IBM qui mettent au point une cartouche de stockage de 330 téraoctets, tout de Ah, même. pas mal. Ouais, les deux fabricants ont développé donc une technologie sur bande magnétique et qui permet de sauvegarder jusqu'à 20 fois plus de données que les produits actuels et de stockage professionnel. Tous les livres de toutes les bibliothèques de France pourraient facilement y être stockés au format numérique. Les ingénieurs du japonais Sony et du chinois IBM ont réussi donc à créer une bande magnétique sur laquelle des informations peuvent être mémorisées de manière séquencée. Le prototype présenté par les deux constructeurs ressemble donc à une cartouche qui tient dans la paume de la main. Elle peut contenir jusqu'à 330 téraoctets de données non compressées, tout de même, soit 330 millions de livres pour faire plus simple. Alors, un inch carré, soit à peu près 6,45 cm carrés, peut contenir donc à lui seul 201 gigaoctets d'archives tout de même. Ah, quand même. Et la bande s'enroule sur plusieurs tours dans la cartouche. Oui, donc en gros, ça serait comme un peu une cassette hein, qu'on aurait transformée en disque dur. Comment ça fonctionne? Le stockage sur la bande magnétique est une vieille technologie des années 50, remise au goût du jour avec d'autres capacités par les fabricants comme IBM qui multiplient les records. Les données sous forme de nanoparticules sont codées avec du liquide sur la bande comme si c'était une simple couche de peinture. Un lecteur enregistreur est ensuite utilisé pour déchiffrer les informations ainsi archivées. Un moyen fiable de stocker. Des entreprises comme les fabricants l'utilisent de plus en plus pour garder des données sur les clients sans les mettre sur des serveurs, en théorie sécurisés, ou avoir recours à des disques durs de dernière génération de type SSD qui coûtent cher du volume. C'est plus fiable et les bandes ont une durée de vie de plus de 30 ans tout de même, contrairement aux autres supports. Si elle va rester pendant quelques années réservée aux entreprises qui se méfient du stockage virtuel en cloud, cette technologie très chère devrait se démocratiser comme les précédentes. Une clé USB de 128 Go, presque rien de nos jours, valait encore plusieurs centaines d'euros en 2010. C'est exact. IBM compte donc maintenir sur la prochaine décennie le rythme de doubler les capacités de stockage tous les 2 ans. Voilà. Révolution donc du stockage. Ah, pas mal, pas mal. Allez, j'en ai une pour terminer. Donc, FaceApp retire ses filtres racistes et polémiques. Oui, donc face aux critiques, le service de retouche de selfie a donc retiré la possibilité de modifier un visage en personne asiatique, noire, caucasienne ou encore indienne. FaceApp doit une nouvelle fois essuyer les critiques de ses utilisateurs après une première faux pas d'ailleurs en avril dernier. À l'époque, cette app de retouche de selfie avait déjà été épinglée pour son caractère raciste. Son mode hot, censé rendre une personne plus attrayante, éclaircissait un peu trop la couleur de peau des noirs selon les détracteurs. Surtout connu pour être capable d'ajouter un sourire ou un visage, mais aussi de rajeunir, vieillir ou changer le genre d'une personne, l'apps FaceApp vient de faire machine arrière 24 heures après avoir introduit de nouveaux filtres ethniques taxés de racistes. Le service qui tire parti d'un réseau de neurones artificiels les a donc retirés. Il permettait de modifier l'apparence d'un visage pour le transformer en personne en asiatique noire, caucasienne ou encore indienne. Voilà, ça donne assez drôle quand on regarde Donald Trump sur les photos. Allez, eh ben oui, effectivement, ça c'est très joli. Hein. Donc, du côté de l'actu insolite, je ne sais pas si tu as encore quelque chose. Non, 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 je n'ai plus rien pour ce soir. Eh ben oui, alors effectivement, donc on rappellera que l'iPhone 8 devrait s'adapter au regard de l'utilisateur, c'est-à-dire que bientôt vous n'aurez plus besoin d'entendre bing 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 tous les 2 minutes. Lorsque vous êtes en train de regarder votre téléphone, eh ben, il affichera la notification sans faire bing parce que vous êtes censé regarder ce qui se passe sur l'écran. Eh ben oui, mais sauf s'il est en veille, hein, bien entendu. Allez, du côté de la reconnaissance faciale, je crains le pire. Allez, voilà.
Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de nous rejoindre en tant que membre sur Radio Essage en nous écrivant à info@radioessage.com. Vous pouvez essayer également de nous donner des idées sur nos émissions, des remarques, des critiques. Tout est le bienvenu en nous écrivant soit sur notre page Facebook via les messages perso, soit en nous écrivant effectivement un email à toujours info@radioessage.com. Pour les nouveaux artistes, compositeurs et effectivement référenceurs qui voudraient mettre à l'affiche notre site sur leur site web, blog, forum, vous pouvez le faire en nous écrivant de la même manière sur info@radioessage.com. Nos références et partenaires sont toujours laterredufutur.com qui vous propose un site et un forum météo sur le climat, la météorologie et la géologie de notre chère planète. Une équipe sympathique vous aidera à faire votre premier pas dans le monde du climat et de la météo. Québec Stormwatch, site sur l'Amérique du Nord et le Canada, qui parle de climat et de météo, bien entendu, vous propose également un forum gratuit. Vous pouvez vous inscrire nombreux et nombreuses. Charisma-boutique.com vous propose là une série d'accessoires érotiques, mais également, de la lingerie féminine de mode, donc un cadeau bienvenu pour votre André cher ou votre épouse. On termine par Passion Nature et Terre en colère, en n'oubliant pas un site en passant, on le redira tout à l'heure. Passion Nature et Terre en colère vous propose un site 2 en 1, et oui, 2 en 1 parce que météo et en même temps photographie, de magnifiques photos sur la nature, et oui, animal ou encore sur les phénomènes climatiques. N'oublie pas, Passion Nature et Terre en colère. Météo en France, dernier site ce soir à être cité, vous propose des cartes de prévision météo, mais également une carte interactive de toutes les stations de mesure automatique qu'on appelle METAR. Voilà, on vous rappelle une seule adresse pour faire partie de cette émission, info@radioessage.com. Quant à moi, je remercie également Pierre d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci à toi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission Astro Météo, et oui, ça sera aux heures habituelles, 20h30, on n'aura pas de libre antenne puisqu'on est cet été, et normalement on a une mauvaise nouvelle, elle ne reviendra pas à moins que d'autres personnes prennent le relais, mais on vous trouvera un programme de remplacement d'ici la rentrée, on vous le promet. Et normalement la case horaire, à partir de 22h, peut-être avant, sera reprise par vous allez, ça va bien avec l'été, en plus les contrées américaines et les grandes plaines, et oui, retour de la country sur Radio Essage le vendredi. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis aussi nombreux. On vous rappelle que cette émission sera disponible sur YouTube pour ceux qui n'ont pas suivi en entier d'ici 1 à 2 jours maximum. Voilà. On se quitte avec Trevor Rabin de Launch de Armageddon. Bonne soirée à tous.